Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cet ultime rendez-vous politique de ce dimanche. Nous sommes sur le décryptage de l'actualité de la semaine avec, bien sûr, notre consultant politique maison, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir, Gilles-Christ. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, pour vous, chers téléspectateurs qui avez pu suivre les programmes de cette matinée politique, certainement avez-vous entendu sur nos antennes les avis des uns et des autres sur le rapport rendu public très récemment par l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, IDEA, un rapport dans lequel l'Institut déclasse le Bénin en ce qui concerne la gouvernance démocratique. La République du Bénin qui passe donc du statut de régime démocratique au statut de régime hybride. De quoi cela retourne concrètement, on va en parler dans ce décryptage. On va aussi parler de la confession de la liste électorale informatisée, la LEI, qui vient en substitution à la liste électorale permanente informatisée, la LEPI, qui, elle, expire après 10 ans de vie. Elle a été conçue en 2011 et nous allons aussi revenir sur les implications de cette nouvelle liste électorale. Si le temps nous le permettait, on va aussi dire un mot sur le procès qui attend Ricky Amadougou et aussi Joël Aïvo, le professeur Joël Aïvo, qui sont dans les liens de la justice depuis quelques mois. Agapit Napoléon Maforican, avant donc de rentrer dans les détails de ces différents sujets, vous avez suivi les différents plateaux de ce matin, notamment le duel, notamment l'hebdo des éditorialistes, sur l'un ou l'autre des sujets. Quel est le commentaire global que vous faites déjà? Écoutez, d'abord, une fois de plus, bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent non seulement sur le canal version 15 donc du groupe Canal+, mais également sur toutes les autres plateformes, notamment numériques. Absolument. Et merci d'être fidèle à cette émission. Je voudrais également, comme on l'a dit, que certains qui ont des avis les énoncent et que nous puissions, qui nous posent des questions également pour que nous puissions répondre à certaines de leurs préoccupations. Absolument. Et aussi, ils peuvent nous contredire, pour relancer le débat, parce que bon, nul dans la science infuse, le consultant, il donne un avis suffisamment éclairé, quand même. Il donne parfois ses points de vue qui sont susceptibles de débat. Et donc, on ne peut pas trancher le débat soit seul, donc on doit l'ouvrir. Et donc, nous sommes disponibles, suffisamment disposés à prendre donc des réactions, d'où la présence de la plateforme que vous avez. C'est ça, justement. Et tout à l'heure, on va aussi partager les avis des uns des autres sur ces différents sujets. Alors, les plateaux de ce matin, notamment le duel. Le dialogue a opposé deux hommes politiques, bon, enfin chacun dans son couloir et avec les mêmes rengaines. Je pense qu'on se répète un peu trop du côté de l'opposition sur cette question donc des lois. Je pense qu'il faudrait que les gens comprennent comment fonctionne l'État. L'État fonctionne avec des structures. C'est pas chacun, on ne peut pas se surveiller à chaque niveau étatique. Si vous devrez placer un gendarme ou un régulateur derrière une structure de l'État, on risque de ne pas évoluer. Alors, lorsque vous êtes un homme politique et vous avez une vision, ou bien vous ambitionnez de diriger le pays, vous ne pouvez pas mettre du doute ou balayer du revers de la main le travail fait par les structures de l'État. On peut ne pas être satisfait, on peut ne pas être toujours d'accord, mais on ne peut pas balaye du revers de la main. Donc, le représentant donc, du Parti des démocrates, il a dit beaucoup de choses inexactes, en tout cas pas cohérentes en matière de fonctionnement de l'État. C'est-à-dire des avis, mais qui ne peuvent pas passer. Lorsqu'il dit de l'État, c'est quand on a l'impression que, bon voilà, il a même parlé par rapport à la démocratie hybride, que non, que c'est même l'absence de démocratie, alors que lui, il a pu être là pour parler. Alors, je ne sais pas ce qu'il met dans la démocratie ou dans l'absence de démocratie. Mais bon, donc, globalement, c'est ce que je dis. Tout le reste, bon, c'est des avis des uns des autres et que je respecte. C'est ça. Alors, parlant justement de ce rapport rendu public par l'Institut international de développement, enfin de démocratie et à l'assistance électorale, lorsque on classe le Bénin parmi les pays ayant un régime hybride, est-ce que c'est une bonne nouvelle ça pour le Bénin? Non, on y était déjà. Je pense que je ne sais pas de quand date le rapport. Mais il me semble qu'il y a quelques mois déjà, on avait déjà eu vent de cette situation. Donc, pour moi,
démocratie hybride, tout ce qu'on a envie de dire. Est-ce que les Béninois mangent à leur faim? Est-ce que le Bénin se modernise? Est-ce que les citoyens peuvent dire ce qu'ils pensent? Est-ce que les réseaux sociaux s'animent? Est-ce que... alors, vous pouvez contacter dès qu'on votre en juste noce avec qui vous voulez. Ouais. Si vous pouvez faire aller et venir librement, moi je ne sais pas. Le reste, oui, les indices sont importants pour apprécier le regard des autres sur vous. Mais dans l'absolu, un État prend des décisions, un État fait des options. Et parfois, ça peut nuire à des indicateurs que certaines structures utilisent pour classer ou déclasser. Et donc, il faut assumer, je pense. Mais d'abord, le choix doit être souverain au sein de l'État pour savoir où il va. Voilà. Mais parmi les critères qui ont permis justement de rédiger ce rapport, on parle de la tenue régulière de scrutins électoraux, de la légitimité du gouvernement, et vous connaissez le langage d'une partie d'acteurs politiques sur cette question, la liberté d'expression, vous avez évoqué tout à l'heure l'animation sur les réseaux sociaux, le recours à la force dans les États, le respect des droits fondamentaux des citoyens et surtout l'accroissement des violences politiques et du terrorisme. Oui, vous savez, je ne veux pas commenter chaque indicateur. Oui, J'ai travaillé à un moment donné pour la communication au niveau de 2010. Et je sais un peu, en tant qu'ancien président des journalistes, j'ai suivi également les classements de Reporters sans frontières. En tant qu'ancien membre de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, j'ai suivi également les classements, donc notamment de l'indice sur la corruption, donc de Transparency International. Donc c'est pour vous dire que je connais suffisamment ce type d'indices, je connais les indicateurs. Et parfois, ça c'est ce qui classe. Je continue de vous dire, ça c'est leur regard. Est-ce que les élections se tiennent régulièrement au Bénin? Depuis 1990, nous n'avons raté aucune élection. Est-ce que les Béninois ont le droit de participer aux élections? Oui. Dans le cadre des lois et des règlements. Et c'est ça tout le problème. Comme dans tout, il ne peut. Comment vous voulez mettre? Comment vous voulez mettre en doute des élections? Mais il ne peut pas. Vous ne pouvez pas dehors dire je mets en doute la qualité des lois votées par le Bénin. Moi, je peux mettre en doute la qualité des indicateurs ou la nature des indicateurs qu'ils choisissent. Ils sont eux, le Bénin est lui. Le Bénin choisit ces lois dans le cadre avec les tel que c'est défini dans la Constitution. Le Bénin prend la loi est votée par le Parlement et suit un processus. Ben, il ne sait pas à eux de dire qu'elle est bonne, elle est mauvaise. C'est pas eux. Oui, mais dans le même temps, est-ce que la tenue régulière des élections résout tout le problème de la démocratie? Est-ce que la qualité des élections aussi n'importe pas beaucoup? C'est quoi la qualité des élections? On ne peut pas tirer les gens pour aller voter. On parle de participation, oui. On parle de violence, oui. Mais un État s'assume. Autant, on ne peut pas me parler de liberté d'aller voter et de dire qu'il faut compter que le taux de participation doit être un indicateur. En France, on a connu une situation où oui. un candidat, un président qui est candidat à l'élection présidentielle, qui devrait être élu, et son épouse ou sa conjointe était à la plage en train de prendre de la chaleur, enfin, du bon air, du soleil. C'est ça. Hein? Alors, donc, c'est ça la liberté. Ici, ça aurait fait scandale, mais comment il n'a pas accompagné son époux pour aller voter? Bon, ça fait polémique en France également. Mais c'est son choix. On ne peut pas dire. On a vu des élections communales, des élections européennes en Europe où des taux de participation sont totalement bas. Moi, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas lier les deux. Mais on ne peut pas faire des efforts, nous, puisqu'on se targue même d'être le laboratoire de la démocratie. Non, je ne sais pas si quelqu'un s'est dit qu'on a un laboratoire. Je n'ai vu lui, ça nulle part. Et le laboratoire de la démocratie ne veut rien dire. C'est quoi la laboratoire? Lorsqu'on a fini de faire la conférence nationale et que ça a dû inspirer les autres États, c'est que quelque part on était un modèle, non? En fait, ça c'est leur problème. Ça c'est à eux de copier ce qui est bon et de continuer. Donc à nous aussi de continuer avec les bons exemples. On a continué, mais on ne passe pas aux autres classes de ville, ce qui est bon exemples chez nous. C'est à nous de formuler nos modèles. Oui. C'est à nous de définir nos objectifs. Oui. C'est à nous d'avancer. Vous voyez, le chef d'État a dit, on va continuer avec cette démocratie débridée, qui fait que c'est des autres. Bon, voilà, on tente de casser la tour de ça, et bon, on va s'en contenter et ne pas avancer. On a passé 30 années à attendre, casser la terre, pour de la démocratie, berceau de la démocratie. Et pendant ce temps, on n'est pas capable de lutter contre la corruption. Pendant ce temps, on n'est pas capable même d'organiser des élections acceptées. Est-ce que c'est aujourd'hui que les gens comptent les élections? Je ne veux pas vous raconter ce qui s'est passé en 2011, lors du lancement de la LEPI, où des gens ont fait guérilla contre la LEPI, après avoir voté les lois.
Vous voulez que je vous rappelle ça? Je me suis livré à cet exercice il y a plusieurs fois. Oui, oui. Je ne veux pas parler donc de l'impasse de 2001. Et je peux continuer. Donc c'est dit que moi je ne comprends pas. Soit les gens sont amnésiques, soit ils décident de ne pas voir effectivement les choses. Et on a l'impression que tout commence aujourd'hui. Ouais, moi je respecte, comme je vous l'ai dit, les indices sont les indices. On les utilise. Et quand ils sont bons pour nous, on est content. Oui. Quand ils ne sont pas bons pour nous, on prend acte et on évolue. C'est nos objectifs. Je dis, nous avons Quand ce n'est pas bon, on ne crache pas dessus. Non du tout, c'est ça que je vous dis. Je dis, mais on prend acte et on évolue. On ne peut pas, moi je ne me dirais pas, tout structure parce que les indices sont mauvais. C'est leur indicateur. C'est leur indicateur. Quand je vais quitter ce plateau, je sais comment des personnes vont m'appeler pour dire, ah, monsieur Maforican, ah, mais ça, super, non, vraiment, vous. Et puis, d'autres vont voir l'imbécile. Parce que, justement, ça dépend d'où se situe chacun. Oui. Donc, moi, à la matière, où va le Bénin depuis 2016 Où se situe le Bénin depuis 2016 Comment le comparer par rapport à ce que nous avons vu? Il me semble que de la vue même des myopes ou des aveugles, il me semble que le Bénin est sur la bonne voie. Il me semble que... Et c'est là tout le problème. Beaucoup de gens ne partagent pas cet avis. Non, ça dépend de qui, beaucoup de gens. Parce que même à l'interne, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'appartient pas aux instituts internationaux de juger de ce que nous avons fait ici. D'accord. Mais à l'interne aussi, beaucoup de gens ou certaines personnes ne partagent pas ces mêmes avis aussi. Le gars des démocrates, le cadre des démocrates qui était là, oui. Karim Goundi. Goundi, oui. Voilà, que je salue au passage. Quand je le voyais parler, je me dis, est-ce qu'il a écouté Boni Yahya à la sortie de l'audience accordée par le président Talon? Nous sommes le Bénin sur la bonne voie. Alors donc, rien que ça. C'est leur leader qui a contribué au chaos, enfin, à l'impasse de 2019. Donc on l'a rappelé ce matin, je n'ai pas envie de ressasser la même chose. C'est leur leader qui a contribué à l'impasse de 2019. C'est leur leader et beaucoup d'entre eux qui ont démissionné sur Facebook, notamment, en 2020, pour laisser les FCBI seuls aller aux élections le communal. C'est leur leader et eux qui ont refusé de recourir au parrainage régulièrement et d'utiliser des méthodes pas du tout normales, en tout cas des méthodes peu catholiques, hein, pour ne pas dire peu crédibles, pour aller chercher le parrainage. Si aujourd'hui, ces leaders trouvent que le Bénin est sur la bonne voie, je ne sais pas si vous attendez d'autres meilleures voies encore pour dire ce qui se passe dans le pays. Cela dit, comme je vous l'explique, l'unanimisme ne peut pas être démocratique. L'unanimisme, pour moi, même le consensus, qu'il y a un niveau meilleur que l'unanimisme, ne peut qu'être sur les textes, sur les principes. Or, les principes sont définis dans la Constitution. Après, on peut, à dehors de la Constitution... Et même ces principes aussi ne suscitent vraiment pas l'unanimité ou encore, on va dire, un large consentement. C'est ce que je vous dis. Oui. La Constitution a été soumise au référendum. Oui. Et dès lors que la Constitution est soumise au référendum, elle est la loi de l'État, la suprême de l'État. Oui. C'est le seul niveau de consensus qu'on attend. Le reste, les institutions fonctionnent. Elle a été relue en 2019, la Constitution. Oui, dans le cadre de 5 procédures de révision. Oui. Donc, la Constitution a prévu les conditions de la révision qui ont été respectées en 2019. Donc, on est toujours dans la Constitution de 90. Et donc, c'est le seul consensus attendu. Le reste, ça se joue en rapport de force. Ça se joue partout en rapport de force. Rapport de force au niveau des élections. Celui qui a le meilleur, il gagne. Rapport de force au niveau des institutions, à l'Assemblée nationale. La majorité fait passer ses désirateurs. Rapport de force au niveau des voies de recours. Celui qui argumente mieux, ou celui qui se fait accompagner, celui qui est cohérent, passe devant les juridictions. Parce que vous ne pouvez perdre par procédure, vous ne pouvez perdre par des délais, vous pouvez perdre par... Il y a plein de choses pour lesquelles les gens ils font de mauvais recours et ils perdent. Et on va dire que... Donc, en la matière, tout le monde ne peut pas être d'accord. Est-ce que dans une famille, tout le monde est d'accord avec les options du père de famille? C'est non. Est-ce que dans cette entreprise, si tout le monde est d'accord avec les orientations du directeur ou de la direction? C'est non. Mais pourquoi vous pensez que dans un État qui est une entité plus large, vous voulez que tout le monde soit d'accord? Il y a le débat qu'on peut unanimement reconnaître. On peut savoir que tel ou tel, quand même, vous voyez, lorsque c'est bon, la plupart des gens le savent toujours. Mais attendez, vous savez, en 2018, les lois ont été votées à l'unanimité. Hein? Presque, l'une à l'unanimité, l'autre à une voix près. Mais pourquoi à la mise en œuvre, les gens ne commencent pas à faire marche en arrière? Donc du coup, l'essentiel a été fait.
Les gens ont voté les lois, j'étais d'accord. On vote les lois, on les applique et vous voyez que vous n'arrivez pas à être dans la course et vous commencez pas à médire de la loi. Mais c'est pas gentil, ça ne faut pas faire. Donc c'est un peu... Parce qu'on a utilisé cette méthode pendant longtemps. Oh, le monde entier nous regarde. Oh, voilà. Oui, oui. On a écrit à Macron, on a écrit à Hollande, on a écrit à, je sais pas, à Trump, on a écrit au monde entier, à Guterres. On a écrit au monde que le Bénin est mauvais. Alors que autour de Bénin, ça bouge tellement. Le Bénin est un havre de paix, un havre de démocratie. Le Bénin avance à son rythme et à un rythme que personne n'a attendu, n'a espéré depuis 5-6 ans. Alors comment voulez-vous que dans ce regard, dans cette avancée, que salue et que regarde de loin même tout ce dont nous parlons là, que le Bénin écrit, tout ce qui est écrit là, ils sont où aujourd'hui? Et leur courrier a donné voir. Le Bénin a été élu, hein, la même démocratie là. Oui. Hein, je vous l'ai dit la dernière fois, on a été élu au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies avec le meilleur taux. Pendant que d'autres, même d'autres pays n'ont pas eu autant de voix. Ça veut dire, ce n'est pas du hasard. Que notre candidature la candidature béninoise soit portée par l'Union africaine. Oui. Ce n'est pas non plus néant. Ça veut dire quoi? La CEDEAO a validé toutes nos élections, l'AFRA, toutes les organisations qui sont passées. En 2019, ils ont demandé qu'il y ait des réformes, qu'il y ait des ouvertures. Il y a eu le dialogue politique. Mais est-ce que le dialogue, les gens, beaucoup ont boycotté. Certains, non pas beaucoup, certains ont boycotté. Certains ont boycotté parce que là, certains auraient voulu se faire inviter aussi, mais n'étant pas régulièrement constitués en parti politique, ils n'ont pas été invités. C'était un dialogue politique. Oui. Donc, il n'y a que les partis politiques qui puissent porter le message politique. Oui. C'est eux qui animent la vie politique. Donc, du coup, c'est ouvert à ceux qui sont habilités à animer la vie politique. Et donc, les conclusions ici de ce dialogue ont permis d'avancer, de revoir le code électoral, de réviser la Constitution et d'aligner les mandats, de faire beaucoup d'avancées que l'extérieur a salué. Et donc, quand on voit tout ça, l'idée est dans son droit de voir que, bon, voilà, parce qu'en 2021, il y a eu parrainage, les gens ont fait la violence, les gens ont bloqué, ont agressé les forces de sécurité, et que l'État a dû déloger, parce que l'élection a pu avoir lieu quand même, alors que beaucoup voulaient qu'on aille à l'impasse. Parce que certains pensaient que c'est quand c'est 5 ans, alors que la loi a essayé de réajuster la situation. La loi fondamentale, la Constitution, pour permettre l'alignement des mandats, effectivement. Alors, ils ne sont pas dans ça, ils sont trop loin. Et les nôtres qui ont écrit, bon, et ils prennent ça en compte, ils regardent le taux de participation, ils regardent beaucoup de choses, et ils font leur indice. Mais, qu'à cela ne tienne, on verra là où sera le Bénin après les législatives de 2023. Là où sera le Bénin après la présidentielle de 2026. Là où sera le Bénin après 2031. Là où sera le Bénin après 2036. Voilà. En fait, ce qui compte, c'est dans la durabilité. C'est ça. C'est pas les indices, c'est pas les histoires de aujourd'hui on monte, demain non. Il faut bâtir le socle, il faut faire la fondation. Ça suppose aussi des réformes vraiment impersonnelles. Qui sont en cours. Qui sont en cours. Donnez, vous en trouvez une de personnelle? Lorsque vous écoutez les détracteurs du régime. Oui, mais c'est parfois important aussi de prendre en compte leurs différents avis. En 2001, quand Zanaya a déclaré le jour de l'investiture du président de la République, journée de deuil. Vous pensez que, parce que le président Senghor était pourtant allé au premier tour. Il devait aller au second tour. Il a trouvé que, bon voilà, son adversaire avait pris de vos suffrages chez lui. Enfin, une situation déjà connue avant l'élection est revenue en second tour et on a eu l'impasse. On a demandé au troisième d'y aller. Il dit non. On y impasse. Et on le quatrième aller. Est-ce qu'on a différé? Comment vous appelez ça? On a appelé ça à l'époque le match amical. Et il a eu lieu. Et le Bénin a pu poursuivre son cheminement. Vous voulez que je parle de 96? On va pas... vous voulez que je parle de 96? Non, on ne va pas vous faire d'histoire. Vous voulez que je parle de 70? L'important, c'est qu'on sache où on va, justement. C'est pour vous, justement. Quand il y a certains qui sont apôtres du blocage, adeptes de la phraséologie, inventeurs de mots, donc du coup, et de formules. Et donc, un État ne peut pas être dirigé et conduit de cette manière par ces gens-là, en les suivant. Parce qu'ils ne voient que leurs intérêts, il ne faut pas plus loin que le bout de leur nez. Et donc, alors le commander, c'est voir loin et commander court. C'est-à-dire que vous devez voir plus loin, ça c'est les objectifs. Commander court, c'est les décliner en action. Et vous devez pouvoir à chaque fois savoir où vous allez. Lorsque vous faites des réformes,
validé par tout le monde à travers 2 lois. La loi sur la charte des partis, et le code électoral. Et au moment d'avancer, on vous dit non, on retourne aux anciennes lois. Ancien président du conseil de la Cour constitutionnelle dit mais nous retournons aux anciennes lois. Alors que les nouvelles lois sont promulguées, publiées. Comment on appelle ça? Comment vous appelez ça? C'est de l'incohérence. Et donc, vous ne pouvez pas attendre que tout le monde valide l'avancée. Tout ce qui est nouveau perturbe l'homme. Son confort est mis à mal. Et puisqu'il n'a que sa voix seule, en tout cas pour monter au créneau, et comme la loi lui en donne le droit et qu'il en a l'occasion, alors il s'offre des libertés. Mais en s'offrant la même liberté, il dit qu'il n'y a pas de liberté. C'est ça qui fait marrer. Je pense simplement que ceux dont vous parlez sont une minorité. Parce que quand vous voyez dans le pays, le peuple exulte. Oui, le peuple exulte. Oui. Mais parmi les critères que j'ai cités tout à l'heure, on a parlé de la légitimité du gouvernement, la légitimité des institutions aussi. Bon, alors il y a un grand débat, une grande polémique qui a prévalu il y a de cela quelques années autour de la 8e législature. Et vous vous souvenez aussi que sur cette même tribune, on a examiné tout récemment l'Assemblée nationale, son fonctionnement, notamment après que ce Parlement a voté certaines lois, notamment sur la santé sexuelle et à la reproduction, etc. Bon, alors, lorsque Lydia parle de légitimité et non de légalité, vous qui connaissez un peu aussi le monde du droit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans cette formulation? Aucune. Il n'y a rien. Ah bon? Aucune. Aucune. Ce qui est légal n'est pas toujours légitime? Non, je suis d'accord. Mais chez nous, il n'y a pas de différence. Chez nous, tout est légal et légitime à la fois. La loi n'a pas défini un seuil de légitimité. D'accord. Donc, au Bénin, dès que la légalité est admise, est acquise, ça emporte légitimité. C'est-à-dire quoi? Le chef de l'État, il est en place pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Tant qu'il est dans le créneau de son mandat. D'abord, il est élu, donc il n'a pas usurpé sa présence là. D'abord, celui du premier quinquennat. Donc le peuple l'a porté pour les fonctions, les hautes fonctions du président de la République. Après, pour prendre une décision encadrant sa fonction, entrant dans le cadre de sa fonction, il n'a plus besoin d'aller demander au peuple. Le président lui a donné plein pouvoir pour le faire. Alors, que des gens ne soient pas d'accord et réagissent, en quoi sa légitimité est mise à mal? Il a le plein pouvoir, dans les 5 années, à poser les actes, entrant dans le cadre de sa fonction. Et le Parlement? Même chose. La Cour constitutionnelle, même chose. La Cour suprême, même chose. La acte, même chose. Donc, les institutions ont les pleins pouvoirs dans le cadre de leurs prérogatives, en tout cas à l'interne. On a appris les valeurs absolues, non? On met les deux. Alors, si on utilise les valeurs absolues dans le cadre des fonctions régaliennes ou des fonctions de ces institutions, en entrant à l'intérieur, donc dans chaque rayon des fonctions de chaque institution, elle a les pleins pouvoirs dans la durée du mandat, tant que les membres sont régulièrement désignés et régulièrement installés et restent dans le cadre de la durée de leur mandat. Tant qu'ils ne sortent pas. Et s'ils sortent, il y a ce qu'on appelle les voies de recours. Un individu ne peut pas se dire, moi, ils sont sortis, moi, je ne les reconnais plus. Non. Il y a les voies de recours. Et donc, c'est ça la démocratie, en fait. La démocratie ne peut pas être que chacun se donne la largesse ou bien le choix des institutions ou de sa manière. Maintenant, c'est vrai, je connais la loi, je décide de la violer. C'est aussi une manière de jouir de ma liberté. Mais si je le fais, je réponds de la rigueur de la loi. Donc, au Bénin, la légitimité est incluse dans la légalité. C'est-à-dire que le temps que vous êtes là, de manière légale, vous êtes installé régulièrement dans le cadre des lois et règlements de la République, et en conformité avec la Constitution, donc la loi suprême, tant que vous êtes dans le cadre de votre mandat, tant que vous êtes dans le cadre de l'espace, du temps qu'on vous a donné dans le mandat, vos actes sont présumés légitimes. Très bien. Le député est l'élu de la nation tout entière. Ça veut dire que quand il agit au nom du peuple béninois, qui lui a donné mandat pour le représenter. C'est donc le député, non seulement il est le représentant du peuple, mais dans son action législative, il devient le peuple. Et donc,
Seulement que les gens pensent beaucoup plus au contexte de leur installation, les de gens, leur élection, les députés. C'est qui ces gens-là? Qui sont-ils, les gens là? Les gens sont dans leur intérêt ou dans leur truc. Donc, laissez les gens à leur place. Ils sont contestés depuis 60. Ils continueront à contester. Dans 50 ans, ils contesteront toujours. Même l'incontestable. Il y a un téléspectateur qui a envoyé un message et qui disait, mais dans ce registre-là, dans cette logique, est-ce qu'on dirait alors que le Bénin est plutôt un état de loi plutôt que d'être un état de droit? C'est ça que j'appelle les inventeurs de formules, un peu le type... enfin, je n'ai pas envie de... C'est son avis, c'est une question... Non, parfois ça a du contenu. Non, je respecte un peu ce que... Mais bon, cette formule est venue... C'est Soha Geoffroy, notamment. La formule vient de Irénée Agossa ou bien de restaurer la confiance. Bon, voilà, donc, ça, de démocratie. Comme je dis, il y en a qui adorent... Oui, les jeux de mots. Oui, c'est la vie. Écoutez, la démocratie, le Bénin est un état de droit qui ne peut exister que sur la base des lois. C'est ça le problème. Donc le Bénin est un état de droit qui ne peut fonctionner que sur la base des lois. L'état de droit est basé sur des lois. Donc l'état de droit ne peut pas fonctionner par des pulsions et humeurs de chacun. L'état de droit est basé sur... Donc quand j'entends état de loi, état de loi, il appelle quoi état de loi? Oui, un état ne peut pas fonctionner sans loi et règlement. Donc appelez ça état de loi s'ils veulent. Mais ce qu'ils mettent dedans, ils n'ont qu'à me dire. L'état de droit, c'est d'abord le premier principe. Quand vous et moi, on veut coopérer, c'est d'ailleurs de dire sur quelle base. Sur quelle base, c'est la loi. Entre deux personnes, on appelle ça le contrat. Oui. Hein? Mais du point de vue institutionnel, il y a la Constitution, qui est la loi suprême. C'est d'abord ça. C'est ça que je vous ai dit. C'est sur ça que l'unanimisme... après ça, là, il n'y a pas... Non, pas unanimisme, consensus. C'est sur ça que le consensus est attendu. Après ça, il n'y a plus consensus particulier à attendre tant que vous restez dans le cadre de vos fonctions et de la durée des prérogatives qu'on vous a données. Vous agissez parce que vous en avez reçu le mandat. Voilà le problème. Donc, les gens peuvent ne pas être d'accord avec vous. C'est leur droit de ne pas être d'accord, mais ils n'ont pas mandat et qualité à vous bloquer. Ils attendent la fin de votre mandat et ils vous donnent le carton rouge pour dire, bon, vous ne méritez pas de continuer parce que vous n'avez pas été à la hauteur de mes attentes à moi. Ou alors vous méritez de continuer. Mais au moment où on vous dit que vous méritez de continuer, d'autres peuvent ne pas être d'accord. C'est leur droit. C'est ça. Donc, est-ce que le Bénin est un état de loi? Le Bénin est un état de droit. Mais l'état de droit ne peut jamais fonctionner que sur la base des lois. Et des règlements. Très bien. Regardez, je m'amuse toujours à dire, lorsque le peuple a pris la Bastille, en 1789, quel a été le premier acte qu'ils ont posé? Après, quand l'euphorie s'est tombée, rédiger une déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Et qu'est-ce dit la déclaration? La déclaration évoque un certain nombre de droits, mais en précisant que leur exercice, c'est sur la base de la loi. Ces droits ne peuvent être concrets que dans le cadre des lois et des règlements. Voilà un peu pour être. Donc, du coup, aucun droit n'est concédé sans loi. Aucun droit. Le droit à la vie est concédé par la loi. La preuve, le débat sur l'avortement, justement, l'euthanasie, tout ça règle. Donc, montre que tout droit est concédé. Et vous rentrez dans n'importe quelle structure, la loi est le socle. Donc, qu'on ne nous bourre pas avec des formules, état de droit, état de loi. Non. Maintenant, chacun est libre d'utiliser, comme je dis toujours, son langage. C'est ça. Voilà. Très bien. On va parler maintenant de la nouvelle liste électorale qui sera conçue au Bénin dans les mois à venir. On a annoncé pour fin 2022 la confession de la liste électorale informatisée dénommée LEI qui va venir en substitution à la LEPI. Et déjà, sur le plateau du duel ce dimanche, on a pu entendre Karim Goundi, justement du Parti Les Démocrates, émettre beaucoup de réserves sur la crédibilité de cette liste après. Et il prenait pour, justement, argument la constitution des équipes techniques, enfin des équipes politiques qui vont notamment superviser la confession de la liste. Est-ce qu'il a raison ou pas? C'est qu'il n'a pas... Il ne sait pas de quoi il parle. De quoi est-il question alors? Voilà. Il aurait dû se renseigner un tout petit peu avant de dire ces choses. Et beaucoup n'ont rien compris. Et ils ont jeté dans le débat. On est dans le débat technique. Évidemment, à grand relent politique. De toute façon, ne sont pas de liste électorale. Naturellement, c'est un acte politique. Tout à fait. Voilà. Mais le processus est technique. Ça veut dire quoi? Il appartient aux partis politiques de mettre en place leur système de suivi. Est-ce que vous avez votre RAVIP? Est-ce que vous avez votre acte de naissance sécurisé?
Est-ce que vous avez votre certificat d'identification personnelle. personnelle? Est-ce que vous avez votre IFU? Bon, l'IFU, par ailleurs, n'est pas lié à l'ANIP. Bon, alors, si vous avez pu le faire, alors, où est le doute alors? Est-ce que vous doutez de ces documents-là? Si vous ne doutez pas de ces documents, il n'y a plus de problème. En clair, la LEI n'est pas le même processus que la LEPI. Donc déjà, il faut que les gens se dégonflent en la matière et se rassurent. La LEPI a suivi un processus bizarre, avec des organes bizarres, avec des fonctionnements bizarres. D'accord. On a fini quand même par avoir une LEPI qui peu ou prou nous a conduit sur 10 ans. Ouais, je voulais vous montrer le nombre d'élections. D'accord, Ouais. oui, justement, on a la présidentielle 2011. Deux élections en 2011. Après les... Un en 2013. Tout à fait. Un en 2015. Oui. Un en 2016. Ouais. Et un en 2000, une élection donc en 2019, 2020 et 2021. Malgré tous les problèmes. Alors, aujourd'hui, le processus a évolué. La loi 2017-8, qui est relative à l'identification donc des personnes physiques, oui, a regroupé un certain nombre de compétences qui existaient avant et a fait en sorte que une agence s'occupe des questions de confection et de gestion des registres personnels. C'est l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes. Donc, c'est l'ANIP. C'est une loi de 2017. Je le dis parce que on parlait de légitimité du Parlement. On est en 2017. Donc, ils n'ont plus l'argument là. Ils n'ont qu'à d'abord sortir ça. Ce motif ne peut pas porter dans le prospérer parce que c'est le Parlement de 2015 qui a voté cette loi. Et donc, on a commencé le RAVIP. Et à l'époque, beaucoup disaient que le RAVIP ne devrait pas être utilisé pour aller aux élections. Absolument. De 2019. Absolument. Et l'État a rassuré que c'est toujours la LEPI. La LEPI a duré depuis 10 ans. Donc, le RAVIP est la première opération de la confection des listes électorales. Exactement, le RAVIP. Vous ne pouvez rien faire à l'ANIP sans aller faire votre RAVIP. Vous perdez votre numéro, on vous délivre un duplicateur. Absolument. Donc, c'est la base de tout. Et donc, M. Goundi, s'il a fait son RAVIP, s'il en a fait avec sa famille, politique ou autre, ils n'ont qu'à déjà juger de l'opération. Il nous dit où sont les failles. S'ils n'ont pas de failles, donc il n'y a plus de problème. Les failles, selon lui, c'est que ceux qui ont régulièrement été enrôlés par le RAVIP ne se retrouvent pas peut-être pour une raison ou pour une autre sur la liste électorale après. Non, il n'a la manipulation de la liste pour extraire les mineurs. Non, le registre pourrait. Mais comment la manipulation pour extraire un mineur peut être. Mais il faut qu'il lise la loi. Je vais résumer. Oui. Parce que je ne me suis pas préparé trop pour. Mais je vais résumer un peu. On est dans le code électoral. On est dans le code électoral. La loi 2019 43, il me semble, du 15 novembre 2019, pendant le code électoral, a prévu que 120 jours avant les élections, d'abord le registre est communal. Il faut dire qu'on sache ça. Le registre, il est communal. C'est ça. Donc chaque commune a ses voilà. listes. C'est l'ANIP qui a la manette. Mais le registre est communal, est gardé par commune. Bien. À 120 jours avant les élections, l'ANIP fait, donc sous l'autorité de l'ANIP naturellement, les listes sont affichées. Et les gens peuvent regarder et faire des réclamations. Donc, toute personne physique peut faire et mettre des réclamations compte tenu de ci, de ça, de ça. Donc, vous êtes, chaque individu, il appartient simplement au parti, les démocrates, à un autre, d'être vigilant, de dire à ces militants d'être vigilants, d'aller consulter les listes. Et s'ils voient des choses anormales, des gens dont les noms ne doivent pas figurer, des mineurs, ou s'il y a des majeurs dont les noms ne figurent pas, de les signaler. Et l'ANIP corrige et notifie à toutes les parties prenantes. Donc, là, c'est l'Agence nationale d'identification des personnes qui gère ce processus. Ce n'est qu'après tout ça que la LEI est extraite. Et cette LEI est remise à la Sénat 60 jours avant les élections. La Sénat ne confectionne pas la liste. La Sénat reçoit la liste.
comme c'était déjà dans le cas de Koslepi. Oui. Donc, la CEDA ne confectionne pas la liste. La CEDA. Donc, quand on dit il n'y a personne à la CEDA, c'est l'opposition, majorité, bon, toute cette littérature n'a pas de contenu en la matière. La manette, c'est l'État qui a la manette, c'est l'ANIP. Alors, si on doute de l'État, je ne sais pas de quoi on peut. Si le gars doute, pourquoi il y a les partis politiques? C'est vrai. On me dit Quelque part, les partis ont besoin aussi on d'avoir leur... dit le doute est cartésien, c'est vrai. Oui, il est cartésien, c'est vrai. Ils sentent le besoin de voir le déroulement de tout le processus. Mais ils n'ont qu'à aller à l'ANIP et demander, ils n'ont qu'à demander à faire un stage à l'ANIP et à demander à voir comment ça se fait. Non, ils peuvent le faire. Je suis convaincu qu'ils doivent avoir une manière pour le faire, c'est sûr. C'est sûr. Et le délai, je pense que, comment il s'appelle, le délégué général de l'ANIP, ou bien comment il appelle, le patron de l'ANIP. Oui, c'est le directeur, Cyril Goubedji. Oui, Cyril Goubedji. Il me semble qu'il a un nom. Et qui est délégué général ou bien l'administrateur général de l'ANIP, il fait quand même souvent des sorties. On a vu récemment, il y a eu un élément qui a été diffusé sur le travail de l'ANIP, sur la base de laquelle l'ANIP travaille, aux cartes numériques, cartes d'identité numérique. Beaucoup ou bien biométriques. Beaucoup. Oui, la carte biométrique. Beaucoup ont reçu leur carte. On a vu, il y a un PAD qui a circulé sur ça. Moi, je pense qu'il faut que nos partis s'informent. Il faut que les militants soient formés. Il faut que les directions s'informent d'abord. Lisent la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Nos analphabètes, on le leur oppose. On les condamne pour ça. Alors c'est des crises passionnelles qui sont normalement des choses humaines. Et pourtant, l'élite politique se refuse à lire la loi et à comprendre la loi. Mais c'est de la paresse intellectuelle. C'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas vouloir opiner sur une affaire qui vous intéresse sérieusement, sans comprendre le processus. Et dans le cas d'espèce, c'est possible qu'ils mettent des doutes. Oui. Mais il faudrait qu'ils cherchent alors à quel niveau ils vont lui poser le problème. Et on dit la structure en charge, les cellules qui vont être chargées, l'opposition doit être là. Mais dans le cas d'espèce, il n'y a pas d'opposition sur vos données biométriques. Il n'y a pas d'opposition à chercher. Est-ce qu'il y a une majorité mouvante? Regardez, et puis cette affaire d'opposition là. La Sénat qui vient de finir, la Sénat d'Emmanuel Tiando, était une Sénat permanente sur 7 ans. Dans ce pays où l'opposition a majorité, comment on appelle ça, où l'opposition est, ou bien comment ils appellent, Adrien Goubedji avec la formule, la géométrie variable, oui. Où notre classe politique quand même fonctionne comme des girouettes, où ça va dans tous les sens, fluctuant. Vous mettez en place une Sénat de 7 ans avec majorité et opposition. Majorité parlementaire, mouvance, majorité présidentielle, opposition parlementaire. Ou bien quoi là. Le chef d'État désigne, dans le cas d'un cheminement, entre-temps, combien d'élections ont eu lieu de 2013 où la Sénat a été mise en place. Entre-temps, tout à la change. Et vous pouvez avoir la même couleur des personnes animant la Sénat. Ça peut changer. Le magistrat qui est en action et qui n'a pas de parti politique, et qui passe à la retraite et qui devient, et qui entre-temps a une couleur politique alors qu'on l'a envoyé là-bas comme magistrat. Il a le droit de militer. Lui aussi. Donc, c'est pour vous dire quoi? Que tout ça, c'est aléatoire. Ce qui importe, c'est la cohérence des actions. Et dans le cas d'espèce, quand vous regardez l'ANIP, pourquoi la Sénat croit Tiando, en dehors des petites espèces, des erreurs de communication, comme des fautes mineures et autres, mais cette Sénat a fait son travail. Ça a été une véritable tâche, ça. A fait le job. On peut le dire. Tiens. Alors, si elle a pu faire le job, malgré tout ce qu'on a dit autour, c'est parce que les textes sont cohérents. Et le président Tiando a l'habitude de dire, moi, je n'applique que les tests. Donc, que les nôtres aillent lire les tests, les comprennent, avant de venir dire que... Enfin, j'ai écouté... Est-ce que cette loi peut susciter autant de polémiques que la LEPI avait suscité en 2011? Non, Est-ce qu'on doit s'y attendre? Non. Non, pour moi, non. Il n'y a pas de raison. Je dis, est-ce que votre ANIP suscite... Est-ce que votre avis suscite des polémiques? Mais il y a une différence entre état civil et liste électorale. Mais la liste électorale est extraite de l'état civil. Oui, donc, justement. Et ça change tout aussi. Non, du tout. Montrez les gens, dites ce qui manque. Dites ce qu'il y a de trop. C'est le même processus. C'est une extraction. Donc, si l'état civil est bien tenu,
et par commune. Le registre est bien tenu par commune. Mais vous êtes de la commune, non? Vous êtes d'un arrondissement? Vous êtes d'un quartier de ville ou d'un village? Vous êtes d'un centre de vote? Vous connaissez, non? Si tous les militants politiques sont mis à contribution, normalement le parti n'a pas à craindre quoi que ce soit, à mon avis. Donc il appartient au parti de mettre en place sa stratégie de suivi, de veille. C'est tout. C'est comme je vous l'ai dit, il doit y avoir un processus pour aller voir un peu à la NIP comment ça les choses fonctionnent. Normalement, tout au moins, demander une audience avec le patron de la NIP. C'est ça. Elle l'écoutait, évoquait les inquiétudes. Demander peut-être comment ça fonctionne. Suivre les choses, c'est possible. Mais dès lors que c'est possible, où est le problème? Donc, moi je pense qu'on adore les polémiques inutiles. Il faut saluer plutôt l'anticipation avec laquelle le gouvernement a fonctionné sur le dossier. Vous voyez, on a dit que c'est 120 jours. Les partis prenants se sont retrouvés à un atelier où ils ont effectivement balisé le terrain. Et la feuille de route, c'est elle qui a été adoptée par le dernier Conseil des ministres, le 24 novembre, qui permet de mettre en œuvre cette feuille de route-là. Et donc, on a dit fin 2023, on aura remis la liste. Voilà, la Sénat aurait reçu la fin 2022. Oui, fin 2022, la Sénat va recevoir la liste. La liste. On serait pratiquement à plus de 60 jours. La loi dit 60 jours. Donc, saluons et avançons que les gens se mettent en ordre de bataille pour faire le suivi. Et après, s'il y a des observations, bien. Mais je ne pense pas. Si on se met dans la posture, l'opposition, ce n'est pas dire non quand on vient de l'autre. L'opposition, c'est s'instruire, s'informer, se former quand on ne sait pas, consulter les sachants quand on ne connaît pas, et mettre en place la stratégie pour gagner, ou bien pour avoir gain de cause. Mais quand on dit opposition, là, en même temps, ça vient du gouvernement, non, on ne croit pas, on n'est pas en démocratie, on est en ça. Pendant que vous dites ça, le train sera en train de partir. Vous allez vous retrouver seul sur le quai de la gare. Alors, parlant justement d'erreurs, voilà, parlant d'erreurs probables ou éventuelles, il y a Soumaïla Bakari qui disait qu'il invite les citoyens à le faire. Chacun son CIP, sa carte biométrique afin de voir les erreurs probables. Et que lui, par exemple, il a constaté que c'est la photo de sa fille qui était sur sa carte à lui. Et que pour éviter ce genre d'erreurs, que les gens n'ont qu'à aller faire le pièce actuellement. Je crois que c'est un avis pertinent si on vous suit. Non, mais c'est exactement ça. Très bien. Et le moment où vous allez retirer votre carte, prenez le soin de lire pour voir les erreurs. Elles sont faciles et humaines. Quel que soit le niveau de contrôle, il peut y avoir des erreurs. Donc, c'est des hommes qui ont finalement. Voilà, donc c'est logique. Vous prenez votre. Regardez rapidement. Voici, moi j'ai ma Forica, on ne fait pas avec C, c'est avec K. Il y a N à la fin, N aux deux N, N au M. Vous prenez le temps. C'est un F, N aux deux F. Donc vous regardez rapidement. Et votre date de naissance, votre lieu de naissance. Vous regardez ces fondamentaux-là. Et avant de quitter, vous les trouvez, vous mettez la réclamation, on va vous corriger. Donc, toute œuvre est humaine, mais on peut mieux pas faire si tout le monde y met la main. Donc, moi, je trouve que c'est ça, l'auditeur, le téléspectateur a bien fait d'inviter les gens à aller faire le papier. Le papier. Et justement, à ce propos, l'ANIP a décentralisé un peu ses différents services dans les arrondissements. Absolument. Les gens peuvent se rendre, même en ligne aussi. Absolument. Tout a été dématérialisé. En ligne, ça a été dématérialisé. Mais je pense que le RAVIP se fait plus rapidement dans les arrondissements. Dans les arrondissements, voilà, justement. Alors, le dernier sujet de ce rendez-vous, c'est justement ce procès-là qui attendent Rekia Madougou et Joël Aïvo. On sait qu'on est dans un contexte où beaucoup d'acteurs qui avaient été interpellés dans le cadre des violences électorales de la présidentielle de 2021 ont été libérés, mais ces deux-là, fondamentalement, iront jusqu'au procès. Est-ce que c'est symptomatique de ce que c'est des cas vraiment particuliers, Joël Aïvo et Rekia Madougou? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je ne connais pas le dossier. Je n'ai pas accès à leur dossier. Donc, je ne peux pas dire plus. Mais à l'écart, lorsque certains estiment que c'est peut-être le signe de ce que la justice serait manipulée, parce que c'est une vieille rengaine. Oui, parce que ce seraient des adversaires politiques qu'il faut vraiment nuire jusqu'à la fin. Bon. La Fontaine écrivait dans Les animaux malades de la peste que selon que vous soyez puissant ou misérable,
les décisions de la Cour vous feraient blanc ou noir. Donc lui-même doutait déjà de la justice. Déjà, dans les années, au XVIIe siècle. Oui, mais déjà. dans le même temps, il y a des gens qui sortent de la justice actuellement. De la prison moi actuellement. je ne commente pas. Ça dit que si déjà, dans les animaux malades de la personne... Et très peu de gens en parlent, même les opposants. Ils ne parlent pas vraiment de la libération des leurs. Je ne sais pas. Bon, ça dit que, vous voyez, ce qui est amusant dans l'affaire, c'est quoi? Ça dit que, vous voyez, en France, on attaque la justice. Aux États-Unis, on l'attaque un peu. Parce que la bataille pour régler, pour changer, vous voyez, les membres de la Cour suprême américaine, c'est la Cour constitutionnelle, les hautes instances, là-bas, c'est à vie. Quand la fonction est à vie, et lorsque l'un décède ou le projet en vacances, on regarde déjà l'organe qui doit désigner, on voit déjà ce que ça peut créer à l'interne en termes de basculement idéologique et donc politique. Oui. Ça peut vous dire quoi? La justice est une organisation de la société, c'est une institution. Elle peut être politique parce que c'est des hommes qui font ces décisions. La justice ne fait pas de la politique politicienne. Voilà. Mais il y a une politique. Et l'idéal, c'est qu'elle soit vraiment moins politisée possible. Il n'y a pas d'idéal. Elle est la justice, point. Elle a son fonctionnement, point. Oui. Elle a ses règles, point. Donc elle n'est pas politique, normalement. Et c'est des hommes, c'est une décision politique. La justice. C'est une décision politique. L'exécutif, le législatif, le judiciaire. Elle est politique. En tant qu'institution. Normalement, elle ne devrait pas être technique, la justice. Non, attends, qu'est-ce que c'est technique? Parce qu'elle se base sur quand même les normes sociales pour apprécier tel ou tel fait. Dans l'exécutif, quand vous regardez, l'université est politique ou technique. Et pourtant, c'est dans l'exécutif. C'est-à-dire quoi? Mais ce n'est pas la même chose. Hein. Qu'est-ce qui est politique, qu'est-ce qui est technique? L'institution, la justice, est une institution politique. Ça, rien à dire. Elle est une institution de la République, elle est une institution politique. Un magistrat qui rend sa décision. Attendez, on dirait que vous ne comprenez pas. C'est d'abord ça. Maintenant, il y a des procédures internes qui sont techniques. Bien. Il y a les lois. Vous dites, la justice ne fait pas la loi, la justice applique la loi. Oui. Les juges appliquent la loi. Ils ne produisent pas la loi. Oui. Leurs décisions peuvent faire jurisprudence après. Mais ils ne produisent pas la loi. Donc, eux, ils appliquent ce que le Parlement décide. Et c'est ça maintenant, la question, oui. L'intime conviction d'un juge dans une situation donnée, il est humain. Il est humain. Et donc... Mais sa conviction ne prime pas sur la loi. Mais attendez. Vous savez, est-ce que vous arrivez de suivre un procès? Si vous avez suivi vraiment des procès, vous savez ce qu'on appelle l'intime conviction. Dans un crime passionnel, dans quoi blessé ayant entraîné la mort, dans homicide involontaire, lorsque votre frère lâche, et je ne le souhaite pas, et vous allez tuer quelqu'un. Alors, la loi vous poursuit pour homicide involontaire, par exemple. Alors, à l'interne, votre avocat va plaider. Mais vous allez tuer quelqu'un. Les parties civiles. Il y a toute une situation. Donc, c'est des empoignades sur la base de la loi. Mais il faut un juge pour décider. Évidemment, ça, normalement, c'est à la cour. C'est à la cour d'assises. Et logiquement, il y a un juré. Donc, il y a un groupe et ils discutent. Mais après, la décision est prise. Alors, cette décision qui est prise, il y a de grandes affaires où cette décision a été prise par erreur. Malgré toute la bonne volonté et toute la technique. Et tout le dispositif. Voilà. Et c'est des années après qu'on a découvert réellement la vérité. C'est pour dire que la justice demeure une œuvre imparfaite. Et c'est pour ça que je vous renverrai à La Fontaine. C'est-à-dire que vous avez beau dire tout ce que vous allez dire, ce n'est que des hommes qui prennent ces décisions, malgré toutes les bonnes volontés. Et donc, Rick Yabandougou fut ministre de la Justice. Voilà. Allez lire ce que les gens écrivaient quand il était là. Et les réponses qu'elle donnait aussi. Jonathan Agostou fut ministre de la Justice. Allez lire ce qu'il écrivait et ce qu'il disait les autres sur lui quand il était là. Le procès à Yvon est un procès de droit, un agrégé des droits publics. J'ai eu la chance de suivre de ces cours. Alors, ils savent de quoi nous parlons. Pour revenir au cas béninois. Oui. Donc, moi, je parle de la justice au niveau international, au niveau non. C'est-à-dire qu'elle est une institution de la République, donc elle est déjà une institution politique. La preuve, on a un ministre de la Justice, donc la politique de l'État. Et le ministre de la Justice est représenté au parquet par le procureur de la République, qui est l'avocat de la société, de vous et de moi. Mais dans un cas précis, nous pouvons avoir d'autres avocats pour nos intérêts privés. Le procureur de la République, c'est les intérêts de la société. C'est au nom du peuple béninois qu'il est là
Donc, et le ministre, sous le regard du ministre de la Le ministre Justice, de la Justice. qui ne peut pas lui donner des instructions de non-poursuite, mais qui peut lui donner des instructions parce que lui, il a des informations qui peut lui balancer pour qu'il déclenche l'action publique. C'est ça un peu le processus. Ils le savent, qu'il y a et beaucoup d'autres autour d'eux. Donc, ce principe est là. Maintenant, si un dossier comme ça arrive, on regarde, attendons le procès. Que les avocats disent ce qu'ils en pensent. Que le procureur dise ce qu'il en pense. Et on verra bien s'ils sont victimes de leur... C'est un délit, enfin, de l'appartenance à un camp ou à un autre, Oui. ou s'ils sont dans, effectivement, ce qu'on leur reproche est vérifié. Mais moi, je ne peux pas, là où vous êtes, et mettre d'autres avis là-dessus. Je garde toujours, moi, comme principe de base, que la justice, elle est une œuvre humaine, donc elle reste une œuvre imparfaite. Et donc, ça me fait que je renvoie à La Fontaine, ce que La Fontaine dit. Et je vous dis, tout simplement, que j'ai été avocat, je vous l'ai dit sur la vie de football. Et sur le terrain, on a 3 juges. On a le juge, l'arbitre central, Oui. et 2 juges de touche. Qui sont des juges assistants. Donc, voilà, donc il y a le juge central et il y a le juge assistant. Après, l'UEFA a créé des juges de surface. Tout à fait. Est-ce que les polémiques se sont éteintes sur certaines décisions de la... Non. Lorsqu'on a mis la VAR, est-ce qu'en Coupe du Monde dernière, la Coupe du Monde 2018, est-ce que ça a atteint les polémiques? Est-ce qu'il n'y a pas eu des pénaltys contestés malgré la VAR? Est-ce qu'il n'y a pas eu des hors-jeux contestés malgré la VAR? Est-ce qu'il n'y a pas eu des buts contestés malgré la VAR? Ça montre simplement les limites, simplement de tout ce qui est, même la technique, même l'introduction de la technique dans le football n'empêche pas qu'il y ait des erreurs ou bien qu'on regarde les choses différemment. C'est vous dire donc qu'il faut respecter le socle, il faut respecter le deal. Nous sommes dans une république avec des institutions. L'État est là, la République a ses institutions. Nous devons les respecter. Comme tout à l'heure je vous disais, tant qu'ils sont en place légalement, nous devons vraiment nous obliger à leurs décisions jusqu'au moment où on a la possibilité de changer les choses. En la matière, pour moi, je souhaite simplement que la justice soit dite au cours de ce procès pour que nous puissions savoir concrètement ce qui s'est passé, s'il y a des gens qui ont la culpabilité, que la loi soit dite, soit appliquée. Et si finalement il y a du doute, qu'on leur donne acte. Et ainsi de suite, il y a les différentes balises. Donc, d'ailleurs, on était libérés, on a dit non, c'est le dégel. Non, ça, c'est la justice. C'est la justice. Donc, quand on libère des gens, on dit non, ça c'est le dégel. C'est la vie de Yahya Talon. Oui. Et quand on veut forger, on va dire on dit non, parce que c'est eux. Mais pourquoi la vie de Yahya Talon ne change pas la donne? Non, je pense. Il faut respecter nos institutions. Il faut respecter l'institution, la justice. Même si elle est perfectible. Merci, Agapit Napoléon Aforican, pour vos différents avis de cette semaine sur les sujets brûlants de l'actualité. On se retrouve très prochainement sur ce même plateau. Avec plaisir et espérant des retours de nos téléspectateurs, justement. Et le numéro par lequel vous pouvez nous écrire est affiché à l'écran, justement. Vous pouvez aussi nous écrire via Facebook, via YouTube également. Et vous pouvez aussi nous suivre en continu sur notre application mobile E-Télé Bénin. Merci à vous qui nous avez suivis de bout en bout.